Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Aujourd'hui, on va parler de protection de la rivière Richelieu. Un plan va être déposé bientôt et on va en parler avec le directeur de Covabar, qui est l'organisme qui protège la rivière Richelieu. Mais d'abord, on va parler d'un autre projet de développement de golf, parce que la semaine dernière, on a parlé du projet de développement des golfs de Saint-Luc. Cette fois, on va parler du développement de l'ancien golf de Chambly avec la mairesse de Chambly, Mme Alexandra Labbé. Madame Labbé, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir. Plaisir d'être avec vous et de vous rencontrer. Ouais. Ben, on s'est croisés quelques fois au pôle de Chambly, une magnifique salle de spectacle. J'aime beaucoup y travailler parce que les gens savent que je travaille également à l'aspect comme à l'accueil. Donc, c'est un très bel endroit, magnifique. J'adore. Exact. Donc, le projet immobilier de l'ancien golf de Chambly, peut-être nous en parler un peu, là. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un dossier qui, bien sûr, date de plusieurs années. Finalement, la Ville devait statuer sur un projet en particulier. Peut-être élaborer les grandes lignes de ce projet-là. Mais en fait, un petit historique, c'est un projet qui a déjà connu une phase 1 et 2. Donc, c'est un projet qui est déjà bien avancé. On parle de développement, mais j'ai envie de dire qu'on parle aussi de protection de milieu naturel. Vous avez parlé de protection de la rivière, mais on parle quand même de protéger 70 % de ce qui reste de ce site-là. En fait, je vous dirais que c'est un sujet qui a fait beaucoup de débats. Mais depuis 1 an, on travaille sur une solution qu'on a réussi à signer, une entente qu'on a réussi à signer avec le propriétaire actuel, le développeur qui voudrait bien entendu répondre à la crise du logement, puis les citoyens qui ont émis le souhait à plusieurs reprises de conserver la plus vaste majorité pour un grand parc nature qui serait accessible à toute la population, tout près de notre centre-ville puis de notre urbanité. Donc, je pense qu'on a sur la table une belle entente, un bel exercice qu'il nous reste là, à terminer au courant de l'année. Ça fait déjà 1 an qu'on travaille là, sur cette proposition-là. Oui, tout à fait. Il y a eu d'ailleurs, je pense, une consultation publique tout récemment là-dessus. Le 10 octobre, on a vraiment présenté à l'ensemble des citoyens, mais ça fait déjà là, 3 ateliers qu'une cohorte, donc 30 citoyens qui ont été sélectionnés, triés sur le volet pour leurs intérêts, pour l'endroit d'où ils venaient. Donc, on a essayé d'avoir des gens d'un peu partout dans la ville, vraiment pour se prononcer sur les éléments du projet. C'est ce qu'on a déposé à la population. Donc, sur quoi on s'est entendu, les grands axes sur lesquels on est d'accord. Maintenant, il nous reste à peaufiner les derniers détails. C'est ça. Bon. Évidemment, quand on parle d'un projet comme ça, on pense au logement, on pense à la protection des espaces verts. Bon, c'est un projet là, réparti 70-30 à peu près. Là. Oui. Je pense que c'est ce que vous avez demandé. Exactement. En fait, la Ville deviendrait propriétaire de 2 millions de pieds carrés. Donc, pour des besoins, on dit souvent pour des besoins municipaux, parce qu'il ne faut pas se cacher qu'on a des enjeux de circulation. Au-delà de l'habitation, c'est vraiment un secteur où le développement s'est fait et a été arrêté. Donc, on a vraiment des éléments à régler. C'est un coin où il n'y a pas de parc de quartier. Donc, il y a des besoins aussi pour les enfants du secteur. Fait que c'est vraiment tout ça là, qu'on veut répondre avec le 2 millions de pieds carrés dont on va faire l'acquisition. Mais le projet, c'est d'en utiliser la majeure partie pour faire un grand parc naturel. Ouais. Vous avez parlé des enjeux de circulation parce que j'ai assisté à deux conseils municipaux là, où les gens se questionnaient justement sur cet enjeu de circulation. Est-ce que vous en voyez un problème? Et si oui, comment on peut régler ça dans le projet là, déposé actuellement? Mais il y a effectivement qu'il y a un problème parce que ce secteur-là est enclavé, a peu de moyens de sortir là, du secteur. Puis c'est un secteur où il n'y a pas de diversité, donc pas nécessairement de commerce de proximité. Donc, pour le déplacement actif, c'est très difficile. Ce qu'on veut répondre, c'est entre autres l'enjeu qui a été nommé par plusieurs, qui est l'intersection Périgny-Daigneault, qui est une intersection qui est très dangereuse, qui n'est pas très commode non plus pour les gens pour sortir ou pour entrer dans le projet. On a eu plusieurs discussions avec le MTQ. Si on veut résumer les discussions très simplement, ça coûterait excessivement cher pour avancer vers la possibilité d'avoir un feu rouge sur ce coin-là, un feu de circulation. Ouais. Mais même avec toutes les sommes qu'on pourrait dépenser, on ne sera jamais près d'une certitude. Donc, pour nous, la solution, elle est ailleurs. On détient les éléments qu'il faut pour régler tout ça à l'intérieur du projet qu'on dépose pour le golf. Fait que d'une pierre deux coups, on va se donner accès à un grand parc, mais on va aussi régler là, des enjeux qui perdurent depuis déjà plusieurs années. Ouais. Vous en avez parlé, là, il y a une cohorte citoyenne qui a été formée là, dans le cadre de ce projet-là. Là, comment vous avez senti la réaction des citoyens face au projet? En fait, la réaction à la consultation publique du 10 octobre, ça a été au-delà de mes espérances parce que les gens ont vraiment compris qu'on voulait la même chose. Il y a beaucoup de citoyens qui parlent de vouloir un grand parc nature. C'est sûr qu'eux voudraient protéger 100 % de ce qui reste.
il faut être réaliste. On a quand même des responsabilités comme élus, comme décideurs, donc d'être capable de ménager aussi le volet économique, d'être capable de se permettre ce grand parc-là. Mais je pense qu'on est sur la même longueur d'onde sur l'idée qu'il faut en conserver la plus grande majorité, la rendre accessible à tous. Donc, je pense qu'on a trouvé plein de points communs. Il y aura toujours des gens et des hyper convaincus qu'on fait fausse route, mais ça, je vous dirais que ça s'est amoindri énormément. Pour la cohorte, ça a été très intéressant. J'ai été comme observatrice à chacun des ateliers. Très intéressant de voir des citoyens se mettre un peu dans notre peau. C'est un exercice qu'on aurait fait habituellement seulement les élus avec les urbanistes en charge de développer le projet. Là, on a ouvert les portes de cet univers-là. Donc, de les voir là, absorber un peu plus de ces contraintes-là, se mettre dans la chaise, de dire, bien, si je choisis A, bien, je dois automatiquement dire non à B, hein, parce que faire un choix, c'est renoncer. Ouais. Donc, c'était intéressant de voir cet exercice-là avec eux. Ça n'a pas fonctionné avec tout le monde de la même façon. Il y en a, je pense, qui ont été un peu déçus de leur expérience, d'autres qui ont beaucoup apprécié. Mais la consultation publique, c'est un peu ça. Là. On a vécu plein d'expériences dans la dernière année en consultation, puis on apprend énormément. Je pense qu'on fait beaucoup d'éducation publique, éducation citoyenne, puis ça, c'est toujours payant. Bon. Quelles sont les étapes qui restent? Bon, là, il y a eu la cohorte citoyenne, il y a un projet sur la table. Quelles sont les prochaines étapes? Je dirais que dans un très bref laps de temps, on devrait présenter aux élus donc un retour là, avec vraiment une précision des éléments réglementaires, donc des détails. Un plan, je vous dirais, plutôt final, suite à ce qu'on a reçu en consultation. Ce qu'on a reçu aussi comme commentaire des élus, parce qu'ils ont pris le temps, eux aussi, d'atterrir la proposition, de recevoir ce qui a été déposé par les citoyens. Donc, on a émis aussi nos commentaires. Ensuite, bien, il y a tout le changement réglementaire. Donc, ce qu'on connaît déjà un peu là, comme démarche, avec une assemblée de consultation publique obligatoire, avec une ouverture potentielle de registre. Donc, vraiment une démarche réglementaire en bonne et due forme, qui devrait commencer au début de l'année prochaine. Okay. Mais est-ce qu'il y a encore place à des changements dans le projet, des modifications? Oui, tout à fait. En fait, il y en a, j'ai pas reçu encore le plan final, on est en attente, mais c'est clair qu'il y en aura entre ce qui a été présenté à la population et le plan qui s'en va au niveau réglementaire. Donc, il y a déjà une première phase de modification, mais il y aura toujours de la place jusqu'à l'adoption finale qui, j'espère, se fera au courant de l'année. Mais on n'est pas à l'abri là, de divers retournements de situation. Là. Mais oui, il y a encore de l'ouverture. Donc, adoption peut-être en 2025. Et est-ce qu'il y a un échéancier par la suite pour l'implantation du projet en tant que tel? Je ne voudrais pas nous coincer dans un échéancier. Puis je vous dirais qu'avec les derniers mois, les dernières années où j'ai travaillé à Chambly, j'ai décidé d'abandonner un peu ce principe-là, dans le sens où j'aime mieux faire les choses plus lentement, avec les citoyens, donc prendre le temps d'écouter. Quand ça va trop vite, on ralentit, on fait une étape de plus que de vouloir rentrer dans un échéancier. Donc, on le fera quand on sera prêt. Puis, on sait aussi là, qu'avec le ministère, obtenir des fois des certificats d'autorisation, c'est plus complexe. Donc, on ne se fait pas de promesses, mais d'après moi, l'année prochaine, on va être capable d'arriver à une belle solution. Puis c'est sûr qu'on a hâte d'aller explorer ce grand parc-là, donc le plus tôt sera le mieux, mais on n'a pas de presse. Un autre dossier, il y a eu une rencontre citoyenne, cette fois pour le réaménagement du parc Sainte-Marie. Peut-être vous en parler un peu, parce que c'est une refonte complète, en fait, du parc. Hein? Oui, tout à fait. On a amorcé, en fait, plusieurs réfections complètes de parc. On avait des infrastructures qui avaient besoin, pas juste d'amour, mais d'attention. On essaie, je vous disais, toutes sortes d'exercices de participation publique un peu différents. Le parc Sainte-Marie ne fait pas exception. On a vraiment travaillé avec les acteurs du milieu. Donc, on a précisément été voir les milieux scolaires, les CPE environnantes. On a été voir, on a un office d'habitation qui est tout près. Donc, on a vraiment été chercher les avis de ceux qui vont utiliser le parc pour vraiment avoir le pouls de la population. Donc, c'est des belles démarches qui nous apprennent beaucoup, mais qui apprennent beaucoup aux citoyens aussi, qui leur permettent de participer, d'émettre leur point de vue. On a même été jusqu'en consultation publique à inviter les enfants capables d'exprimer leur point de vue, donc venir nous dire de quoi ils veulent que leur parc ait l'air pour la suite des choses. Ça a été très enrichissant de part et d'autre. Bon. Et dans un autre ordre d'idée, là, et ça, c'est une très belle nouvelle pour la Ville qui a remporté là, un prix pour son engagement envers les bénévoles. Vous avez même été accueillis à l'Assemblée nationale. Donc, bravo pour ça. C'est vraiment un bel accomplissement. En fait, c'est un duo. On a été récompensé par l'Association québécoise en loisirs municipaux. On a été chercher un premier prix début octobre et le deuxième, c'est à l'Assemblée nationale.
C'est quand même impressionnant parce qu'il y a une seule ville par année qui est soulignée avec le prix $Morin. Ça a été Chambly cette année. On est bien fiers. On a vraiment revu toute notre façon de soutenir nos organismes, soutenir nos bénévoles, les reconnaître, les former. Donc, on les aide aussi à faire de mieux en mieux leur travail parce que sans eux, là, on aurait beaucoup de pain sur la planche. Nos organismes sont tellement précieux puis abattent un travail là, phénoménal pour la population. Donc, bien content pour eux et pour nous. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a on est dans le temps des fêtes, est-ce qu'il y a des activités particulières là, pour le temps des fêtes à Chambly? Bien, le Noël au pôle est déjà terminé, mais il nous reste des marchés de Noël, dont ce samedi, très populaire. On a un magnifique chapiteau qui est maintenant installé. Donc, on a vraiment beaucoup de plaisir pour les marchés de Noël. Et puis, ça n'arrête pas les dîners pour les organismes, les soupers avec la FADOC et autres. Donc, oui, il y a une avalanche d'activités qui s'en vient. Plein de beaux spectacles au pôle culturel. Oui. Vous le connaissez bien, salle magnifique. Donc, Oui, voilà. Bien, Madame Labbé, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce projet-là. Passez un bon temps des fêtes et puis au plaisir de se reparler bientôt. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Donc, après la pause, on parle du plan Richelieu, qui est un plan qui vise à protéger la rivière Richelieu. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Bonjour, ici Marie-André Leblond. J'anime pour vous la toute nouvelle émission Zone Culture où à chaque semaine, je vous invite dans une virée. On va rencontrer des gens passionnants qui font de la culture ce qu'elle est ici, dans la belle région. Zone Culture les lundis 19h à TVHR. La rivière Richelieu est un joyau de notre région et il faut en prendre soin. Il y a d'ailleurs un plan de protection des sources d'eau potable de la rivière, le plan Richelieu, qui sera soumis à la population. On va vous en parler d'ailleurs dans quelques minutes. Et pour ça, on reçoit Sylvain Lapointe, qui est directeur général de la Covabar. Sylvain, bonjour. Bonjour, Mario. On va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même depuis un certain temps. Hein? Ça remonte... Ça remonte à 89, alors que j'étais attaché politique de M. Lafrance, le défunt député d'Iberville, qui a marqué le comté. Exactement, et tu as été maire de Marieville. Donc, on s'est parlé... Entre autres choses. À de nombreuses reprises. Donc, on va se tutoyer. Donc, Sylvain, parle-nous d'abord de Covabar, là, son rôle pour la protection de la rivière Richelieu. Le rôle du Covabar, en premier, on est mandaté par le ministère de l'Environnement. Notre mandat premier est de mettre en place le processus de concertation pour établir le plan directeur de l'eau. Donc, le plan directeur de l'eau est un exercice de concertation qui permet de mettre tous les acteurs ensemble, que ce soit l'agriculture, l'industrie, les citoyens, les municipalités, puisque l'eau est un élément pas important du développement du territoire. Alors, le plan directeur permet justement d'établir des priorités et par la suite de concerter les actions de chacun des acteurs de l'eau. Oui. Et quand on parle de votre mandat, là, la rivière Richelieu, là, ça part du lac Champlain jusqu'à Sorel-Tracy. Effectivement, notre territoire est quand même assez grand. Donc, comme tu disais, des lignes américaines jusqu'à Sorel dans l'axe de la rivière. Et depuis 2007, on a également l'axe Saint-Laurent, donc de Brossard à Sorel, par l'axe du fleuve Saint-Laurent. Okay. Alors, c'est ce qui fait qu'on a quand même un grand territoire d'intervention. 11 de la population du Québec se concentre sur notre territoire, soit 66 de la population de la Montérégie. Qui se répartissent dans 66 administrations municipales, 8 MRC, l'agglomération de Longueuil et la communauté métropolitaine de Montréal qui nous rajoute une couche de réglementation par-dessus tout ça. Donc, ça en fait du monde à rencontrer, ça. Effectivement. Est-ce que vous avez rencontré tous ces gens-là pour élaborer le plan Richelieu? Et qu'est-ce que c'est le plan Richelieu, justement? Le plan Richelieu, à la base, en 2021, les municipalités avaient à faire des analyses de vulnérabilité de leur prise d'eau potable. Alors, à partir des analyses de vulnérabilité, on a participé à 9 des principales usines de filtration d'eau. Et pour le plan Richelieu, les 10 se sont réunis pour faire le plan Richelieu. Alors, à partir des analyses de vulnérabilité, on a déterminé les risques de contamination, puisque toutes ces usines de filtration d'eau-là, de la Colle à Sorel, puisent leur eau potable dans la rivière Richelieu. Alors, c'est important de savoir au niveau des effluents, des tributaires de la rivière, quels sont les risques potentiels de contamination.
On peut juste imaginer un train qui, dans le fond, déraillerait à la hauteur de la colle avec des wagons de pétrole qui s'en iraient dans la rivière. Bien, ça a une incidence pas sur toutes les autres municipalités, d'une certaine façon, en aval de la rivière. Alors, l'idée des vulnérabilités était de déterminer les risques et, à partir de ces risques-là, donc, de faire un plan de protection éventuelle. Donc, les municipalités et les directeurs d'usines de filtration, satisfaits des analyses de vulnérabilité qu'on a faites, quand on leur a présenté ça, ils ont dit pourquoi on n'aurait pas un plan Richelieu, dans le fond, pour l'ensemble de la rivière. Alors, c'est ce qui fait qu'on a réuni les 10 usines de filtration d'eau potable, se sont mis ensemble, et le plan de protection qu'on va présenter aux citoyens du Haut-Richelieu et également de toute la MRC du Haut-Richelieu, parce qu'on a quand même divisé en 3 sous-régions la rivière, soit le Haut-Richelieu, la vallée du Richelieu et le Bas-Richelieu. Alors, le 10 décembre prochain, à la bibliothèque Saint-Luc, on va présenter à 18h30, on va présenter le plan Richelieu aux citoyens. Dans les prochains jours, on va le présenter aux élus du Haut-Richelieu, donc de l'ensemble de la MRC, donc soit les gens de la Colle, la régie de Henryville et les gens de Saint-Jean. Donc, on va leur présenter à eux le plan, aller chercher leurs commentaires. La présentation sera faite au public, comme je disais, le 10 décembre. Et à partir de là, éventuellement, tout ça va se colliger. Ça va être présenté dans un rapport final aussi au gouvernement qui va donner également son approbation. Donc, quand on regarde à moyen et long terme, le plan sera fait, donc il sera après ça le temps de le mettre en œuvre. Donc, cette mise en œuvre-là sera la responsabilité de chacune des usines de filtration d'eau, des municipalités aussi qui en sont membres, ou comme Saint-Jean, qui est directement, dans le fond, tributaire de ces 2 usines de filtration d'eau. Alors, à partir de là, le plan permettra de déterminer des orientations qui pourront aller jusqu'à des modifications de schéma d'aménagement et même peut-être des modifications de règlements d'urbanisme pour s'assurer d'une certaine façon de la protection des sources d'eau potable et diminuer les risques potentiels que, dans le fond, qui pourraient engendrer une contamination. Ouais. Tu dis donc que ça va être soumis aux villes, mais j'imagine qu'ils ont déjà été consultés. Comme je disais, c'est un grand processus de concertation. Alors, les 10 usines ont travaillé ensemble. On les a réunis aussi par sous-région. Donc, ils ont eu à établir d'une certaine façon des objectifs, des priorités à travers ça, émettre des commentaires. Le milieu également commercial a été touché. Donc, c'est réellement un grand exercice de concertation qui a été fait avec les différents usagers de l'eau et aussi en fonction, comme de raison, de l'analyse de vulnérabilité qui avait été faite pour déterminer les priorités à travers les risques. Ouais. Donc, tu le disais, donc le 10 décembre, il y aura une consultation publique. Là, les gens pourront donc poser des questions sur ce plan-là. Quelles sont les interrogations, justement, des gens? Est-ce que vous avez le pouls de ça, des questionnements des gens concernant, justement, l'eau potable dans la région? Au niveau du public, je pense qu'on l'aura réellement à partir de notre séance d'information où les gens pourront venir poser des questions. Mais c'est sûr qu'à la base, il faut démystifier aussi d'une certaine façon notre approvisionnement en eau, parce que la rivière, on est tous tributaires des gestes des uns et des autres, dans le fond, de la Colle jusqu'à Sorel, puisqu'en matière de qualité de l'eau arrive de très bonne qualité des États-Unis et se dégrade, dans le fond, graduellement jusqu'à Sorel. Donc, c'est dans ce sens-là que chacun de nos gestes, comme citoyens, comme industriels, comme agriculteurs, éventuellement, ont une incidence sur la qualité de l'eau dans la rivière. Et plus la qualité de l'eau aussi sera dégradée, plus elle va coûter cher à filtrer. Ouais. Alors, il y a une incidence économique aussi qui vient avec ça, une incidence sur la santé aussi, veut pas, des communautés. Alors, c'est ce qui fait qu'on a tout intérêt à, d'une certaine façon, moduler nos gestes pour faire en sorte... En fait, changer nos habitudes, effectivement, ça, hein? Et puis même aussi diminuer la quantité d'eau qu'on consomme. Ça fait partie aussi de la chose, parce que de plus en plus, avec les nouvelles orientations en matière d'aménagement du territoire, les OGAT qu'on appelle dans notre jargon, la densification se fera de plus en plus. Mais par cette densification-là, ça veut dire qu'il y aura plus d'utilisateurs, d'une certaine façon, sur des superficies plus concentrées. Ouais. Alors là aussi, ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus d'eau qui va aller aux égouts. Donc, comme je dis un petit peu vulgairement, on a le luxe de pisser dans l'eau que le voisin va boire, malheureusement, dans la rivière Richelieu. Je m'excuse de le dire de cette façon-là, mais je pense que ça illustre le niveau de responsabilité. C'est imagé, mais on comprend très bien ce que tu veux dire. Effectivement, mais je pense qu'il faut réellement se donner un niveau de responsabilité supérieur comme citoyen, malgré tout, face à l'utilisation de l'eau, parce que
on a l'impression que l'eau est abondante, mais d'une certaine façon, il y a un coût à cette abondance-là, malgré tout. En tout cas, pour maintenir l'abondance et sa qualité et sa disponibilité. Est-ce que ça s'est détérioré, la situation de la rivière Richelieu, au cours des dernières années? Ben moi, je dirais que ça s'est plutôt amélioré. Ah, OK. Dans le sens où, avant, il y a encore quand même, comme on dit en chinois, c'est un work in progress. D'une certaine façon, il faudra toujours continuer à faire attention. On est loin d'être arrivé encore à destination. Mais il en demeure pas moins que si on recule à l'époque où les villes ne faisaient pas l'épuration de leurs eaux usées et que tout allait à la rivière, ben, tu sais, moi, les gens qui me disent « Ah, je me baignais à la rivière il y a 50 ans », je vais t'avouer que la soupe de l'époque me fait un peu plus peur qu'aujourd'hui, malgré tout. Et d'ailleurs, le Covabar a été impliqué aussi avec le comité de la Route bleue. Donc, on a eu à faire des analyses d'eau sur la rivière Richelieu. Et la qualité de l'eau est de qualité baignable sur pratiquement l'ensemble de la superficie de la rivière. Les seules restrictions sont de ne pas se baigner 24 à 48 heures après des grandes averses, parce qu'on a encore des problèmes de surverse d'une certaine façon au niveau de la rivière. Problème quand même, comment dire, il y a une volonté, veut pas des municipalités, c'est toujours une question de sous, au niveau des investissements. Et ça fait en sorte que d'année en année, les municipalités font la rénovation de leur réseau d'égouts pour justement faire en sorte que les réseaux unitaires, qui font que le pluvial et le sanitaire sont dans le même tuyau, bien, puissent être séparés pour qu'éventuellement, on puisse justement avoir moins de surverse parce que les gens ont remarqué, on est dans un contexte de changement climatique. La belle petite pluie bucolique qui, à l'époque, tombait pendant 1 heure, aujourd'hui, souvent, va tomber en 10 minutes. Alors, ça fait en sorte que nos réseaux ne sont pas prêts, d'une certaine façon, à l'absorber. Donc, on est obligé d'ouvrir le Y et d'envoyer une partie de l'eau, d'une certaine façon, malheureusement, à la rivière. Et on n'a pas le choix parce que sinon, ça déborderait encore plus au niveau des rues. Alors, puis on peut s'imaginer des débordements avec un réseau sanitaire combiné au pluvial. C'est pas très agréable à nettoyer. Non, tout à fait raison. Tu parlais donc que l'eau se dégrade. Donc, la rivière part du lac Champlain vers Sorel-Tracy et que plus ça va, plus ça se détériore. Il y a le projet Nordvolt qui est en plein milieu de tout ça, ou à peu près. Je sais que ça ne touche pas le Haut-Richelieu, mais ça peut toucher le Haut-Richelieu parce que ça va toucher la rivière Richelieu. Il y en a qui ont des craintes au niveau environnemental. Je sais que vous êtes impliqué dans ce projet-là, du projet Nordvolt. Peut-être nous parler un peu de votre implication. Puis, si vous avez des craintes là, au niveau, si le projet, bien sûr, vient à échéance, parce qu'évidemment, on n'est pas trop sûr. On est un peu en attente de voir ce qui va se passer. Mais dès le début, lorsqu'on a été informé par les médias, parce qu'on n'avait pas eu d'informations auparavant, même si à quelque part, on est l'organisme tributaire de la protection de la rivière Richelieu. On a été impliqué, on a demandé à rencontrer l'entreprise, on leur a fait part d'une certaine façon aussi de tout ce qu'on avait comme crainte, parce qu'on disait on va puiser l'eau de la rivière pour leur système de refroidissement. Alors, c'est ce qui fait qu'on a rencontré l'entreprise, on leur a fait part de suggestions aussi, parce que actuellement les terrains sont quand même très perméables et avec la construction vont devenir imperméables. Alors, on les a suggéré de devenir peut-être un exemple d'usine éponge, dans le sens où ils pourraient facilement récupérer cette eau-là. L'eau aussi qui devrait être puisée à la rivière pour le système de refroidissement, on nous a dit qu'il y avait certains processus qui faisaient en sorte que l'eau qui retournerait à la rivière serait saine, d'une certaine façon, donc assainie. Il y a tout le principe aussi de faire en sorte de rethermaliser l'eau aussi à la bonne température pour pas que l'eau arrive bouillante à la rivière et créer un choc thermique. Alors, tous ces éléments-là ont été pris en compte et on fait partie également du comité de liaison aussi de l'entreprise actuellement. Et pour le moment, on nous a fait des recommandations, donc il reste à voir des fois sur la pression des créanciers, des actionnaires. Peut-être que l'entreprise deviendra moins vertueuse, je dis dans le sens pas de vouloir passer à côté de la réglementation, mais trouver des solutions peut-être qui vont avoir l'air plus rentables et moins coûteuses d'une certaine façon, mais tout en donnant un certain rendement environnemental. Mais on est aux aguets d'une certaine façon, on est sur le comité. Jusqu'à maintenant, il y a quand même, je dirais, des bons échanges, je veux pas. On sent quand même la volonté de l'entreprise d'être un bon citoyen corporatif. Alors, pour le moment, on laisse la chance aux coureurs, mais encore là, on verra si le coureur va pouvoir partir de la ligne de départ. Effectivement.
Pour revenir à Covabar, vous avez tenu récemment là, votre Assemblée générale annuelle. Il y a eu l'adoption de changements aux règlements généraux là, pour rétablir une table de concertation. Peut-être nous en parler un petit peu. Oui, bien, à la base, quand le Covabar a été créé en 2000, donc, comme je le disais au début de l'entrevue, on est là pour la concertation entre les différents acteurs de l'eau. Donc, les gens s'étaient concertés, mais notre première table de concertation, il y avait 90 personnes. Alors, vous allez comprendre qu'avec le temps, ça s'est un peu étiolé. Et d'autant plus qu'une fois que le premier plan du directeur de l'eau a été fait, on avait le plan. Alors, on va le mettre en œuvre. Ouais. Alors, de plus en plus, les acteurs se sont dit, bon, on prend nos actions. Et la table de concertation devenait, d'une certaine façon, moins utile, si je pourrais dire. Alors, c'est ce qui fait qu'on l'avait intégré au conseil d'administration avec le temps, parce qu'on avait quand même à rendre des comptes au ministère en vertu de notre convention sur la question de la concertation. Mais là, avec la nouvelle vision du gouvernement, donc, on nous a demandé de rétablir une table de concertation distincte du conseil d'administration. Alors, c'est ce à quoi on est en train de s'employer là, dans les présentes semaines et on souhaite, en fin janvier, éventuellement, avoir constitué la nouvelle table, qui devrait être plus autour de 30 à 40 personnes, okay. Et où on a à déterminer aussi des secteurs d'activité, à savoir l'agriculture, les citoyens, le communautaire, le commercial, le communautaire, et la présence autochtone également. Et tout ça aussi dans un contexte aussi de division de 5 sous-régions. Alors, autant comme pour le plan de protection, on a le Haut-Richelieu, la vallée du Richelieu, le Bas-Richelieu. On a l'agglomération de Longueuil et la MRC Marguerite-Diouville. Tous les deux qui sont, dans le fond, riveraines aussi du fleuve, qui ont des perspectives différentes en matière d'eau et qui aussi, avec on partage les territoires avec les ZIP, qui sont des zones d'intervention prioritaires, qui, elles, relèvent du fédéral. Parce qu'au Québec, la gestion de l'eau, c'est quand même compliqué. Jusqu'au bord de la rive, c'est municipal par le règlement d'urbanisme. On rentre un peu dans l'eau, dans le littoral, c'est provincial. Et dans le fond de l'eau, et les poissons sont fédéraux. Donc, oui, ça fait beaucoup de paliers et d'échelons. Hein? Effectivement. Alors, c'est ce qui fait que pour nous, dans le fond, comme organisme de concertation, bien, dans le fond, ça multiplie pas les intervenants et ça augmente le défi. Bien, Sylvain Lapointe, merci beaucoup. Et puis, on invite les gens à cette assemblée là, publique. Oui, alors le 10 décembre à 18h30 à la Bibliothèque Saint-Luc, tous sont les bienvenus. Parfait. Bien, merci beaucoup, Sylvain, et puis au plaisir. Merci. Voilà, ça conclut pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. On vous donne un rendez-vous la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Au revoir.